Bonsoir tout le monde et merci Stéphane pour cette présentation et cette invitation. Donc effectivement, je voudrais, en prenant un exemple en fait, porter la réflexion sur des catégories, on pourrait parler de catégories de connaissances qui accompagnent les transformations des politiques scolaires, des politiques publiques scolaires et éducatives aujourd'hui. Alors je parle de catégories de connaissances, peut-être on reviendra sur ce terme-là, mais on pourrait dire aussi une forme de connaissance, d'une certaine manière. Car il me semble important de montrer que le problème, ça ne va pas être telle ou telle catégorie, celle très précise dont je vais vous parler tout à l'heure, mais peut-être une certaine manière de poser les problèmes sur l'école et sur l'éducation, et une certaine manière qui semble un peu très investie aujourd'hui dans la recherche en éducation en France ou dans le monde anglo-saxon aussi plus largement. Du même coup, donc à partir de cet exemple, je voudrais essayer peut-être, en conclusion, d'élargir la discussion un peu sur le rapport aussi, sur l'évolution de la recherche en éducation et sur le rapport entre la connaissance et la politique, la connaissance et l'action, des thématiques un petit peu comme ça. Et plus précisément même, j'aimerais au moins en tout cas, pour aborder cette question du rapport entre la connaissance et la politique, au moins essayer de relever quelques paradoxes dans des courants de recherche actuels qui relèvent un peu de ce qu'on pourrait appeler la recherche évaluative, hein, qui vise à mener des travaux d'évaluation sur les politiques publiques, ou aussi ce qu'on appelle aussi des courants de la School Effectiveness Research, qui cherchent finalement à repérer des facteurs d'efficacité dans les politiques, les dispositifs, dans les pratiques. Voilà. Donc ce sont un certain nombre de courants de recherche qui fonctionnent beaucoup à partir d'approches statistiques, quelquefois à grande échelle. Et ces courants de recherche-là participent ou souhaitent et participent, sont très associés, on va dire, au développement des politiques publiques dans tous les domaines, hein, pas que en éducation. Et notamment, participent directement d'une volonté de rationalisation, on peut dire, des politiques publiques aujourd'hui, et ce que l'on appelle une evidence-based policy qui se met en place dans le monde anglo-saxon et qui vise à éclairer des politiques, c'est-à-dire des politiques qui visent à fournir aux acteurs politiques des faits robustes, des bases de connaissances fondées et robustes qui leur permettraient de faire des bons choix au bon moment. Donc voilà, donc mon propos, peut-être à partir de cet exemple, c'est d'essayer de réfléchir à ces courants de recherche-là. Entre autres, on pourrait élargir aussi la discussion sur d'autres courants de recherche et de montrer au moins quelques paradoxes qui ont lieu dans ces questions-là. Alors l'exemple, c'est une analyse en cours autour de deux catégories, qui sont celles des groupes à risque et des besoins spécifiques. Ce sont des catégories des publics scolaires qui sont utilisées aujourd'hui et que l'on retrouve associées au nouveau développement des politiques d'éducation prioritaire en Europe et dans les débats aussi, dans des débats internationaux portés par des organismes internationaux. Et ces deux catégories, donc groupes à risque et besoins spécifiques, sont justement encore aujourd'hui, je crois, l'objet d'un travail de codification au niveau international, d'un traitement intense qui essaye de les mettre en forme et qui les codifie. Ces deux catégories, j'ai été amené à les questionner dans le cadre d'une enquête, donc d'une étude en cours, dont Stéphane Bonnery avait un petit peu parlé tout à l'heure, qui s'appelle Europep, et que Jean-Yves Rochex avait présenté ici l'année dernière. Donc je me contenterai simplement de rappeler quelques éléments de cette recherche qui vise à mener une comparaison, donc dans 8 pays européens, des politiques que l'on peut appeler des politiques d'éducation prioritaire. Alors, on avait déposé ce projet de recherche qui a été financé par la Commission européenne, dans la mesure où on avait un certain nombre de connaissances sur les ZEP en France, sur les politiques françaises, mais on savait peu de choses sur l'équivalent, des formes de politiques équivalentes qui pourraient avoir lieu dans d'autres pays, en Europe. Alors, des politiques équivalentes, c'est-à-dire des politiques qui sont avant tout des politiques ciblées, c'est ça peut-être le cœur du problème, qui sont ciblées, donc qui visent certaines catégories de population, qui découpent le public scolaire en catégories, et qui visent au moins a priori ou approximativement à lutter contre les inégalités d'éducation, contre les inégalités scolaires, par une action ciblée. Donc. Alors je dis a priori parce que justement ce que montre l'enquête, c'est que les finalités de ces politiques sont beaucoup plus complexes et surtout qu'elles sont aussi en
en grande évolution, qu'elles ont beaucoup évolué depuis leur première formulation dans les années 60. Et cette évolution, il nous semble, c'est le moins qu'on puisse dire, qu'elle n'est pas forcément positive dans le sens d'une amélioration de ce qu'on pourrait appeler la démocratisation du système d'enseignement, ou une plus grande possibilité, une plus grande démocratisation de l'accès au savoir pour tous les élèves. Il me semble que cette évolution pose problème. Et ce qui est clair, en tout cas, c'est que cette évolution, et surtout les dynamiques actuelles de ces politiques, mettent en jeu des questions sociales très importantes, qui dépassent en tant que telles le seul sort, finalement, que l'on réserve au public des élèves qui est scolarisé dans ces dispositifs scolaires-là, mais qui peut-être mettent en jeu aussi finalement le sens de l'école, du dispositif scolaire en général, et qui est en place. Or, en même temps, ce que l'on observe, justement, et d'où l'enjeu de mon propos, c'est que cette évolution, elle demeure pour une grande part implicite, elle est très peu débattue, et une grande part de cette évolution, finalement, met en jeu des argumentations, la manière dont on argumente ces politiques, des actions aussi, la manière dont on agit à l'intérieur, des actions pédagogiques, curriculaires, et puis justement aussi la manière dont on découpe les publics bénéficiaires de ces politiques, dont on catégorise les publics cibles de ces politiques-là. Du moins, c'est ça un petit peu l'enjeu. Ce que l'on observe, c'est qu'il y a eu une importante évolution de ces politiques depuis les années 60, donc je vais un peu reprendre cette évolution-là. Depuis la première formulation de ces politiques, on appelait des politiques compensatoires. Donc il y a une importante évolution. Cette évolution, finalement, d'une certaine manière, contribue à une évolution, une transformation peut-être du système scolaire dans son ensemble, de la politique scolaire dans son ensemble. Et puis troisièmement, une grande partie de cette évolution se joue dans leur argumentation et dans des nouvelles formes de ciblage, des nouvelles catégories justement de publics scolaires qui sont donc aujourd'hui codifiées ou mises en forme par des grandes enquêtes statistiques au niveau international. Alors bien sûr, les transformations des politiques, elles sont en lien avec des transformations économiques et sociales, politiques globales, c'est clair, mais ce sur quoi je voudrais mettre l'accent, c'est un peu le travail cognitif, le travail de connaissance qui accompagne ces politiques-là, et le découpage de ces nouvelles catégories de publics qui les accompagnent. En disant, et en faisant l'hypothèse, le constat même, j'ai envie de dire, que ce travail cognitif contribue à infléchir, d'une certaine manière, la décision politique et l'orientation politique des collectivités. Alors bien sûr, donc je vais développer ces points-là, mais a priori, rien de bien surprenant là-dedans, puisque je vous disais qu'on est face à des travaux de recherche qui souhaitent justement éclairer le politique et participer, et qui s'argumentent d'ailleurs beaucoup en rupture contre des connaissances qui ne serviraient à rien, qui seraient trop théoriques, qui seraient déconnectées de la réalité. Là, on a affaire à des travaux de recherche et d'expertise qui visent effectivement à aider les politiques à améliorer la qualité et l'efficacité des politiques. Mais il reste, et c'est là les paradoxes un peu que je vais essayer de développer, que d'une part, ce travail, il est censé se faire en dehors de toute orientation normative, c'est-à-dire il devrait évacuer des faits, des valeurs et des débats sur les finalités. Nous sommes face à des travaux de recherche qui prétendent armer le politique sur des faits, indépendamment de toute référence aux valeurs et finalités normatives. Or, justement, ça c'est le premier paradoxe. Ce qu'on va essayer de montrer, c'est que ce n'est pas aussi évident que ça, et il me semble que ces travaux, cette catégorisation des publics est assez normative d'une certaine manière. Et puis, il y a un deuxième paradoxe qui est peut-être plus important, c'est que ces travaux, ces recherches évaluatives ou ces travaux à base statistique s'inscrit dans alors on le voit beaucoup en Angleterre, dans le monde anglo-saxon, dans un volontarisme extrême qui prétend lutter contre le fatalisme ou le déterminisme des causes sociales de l'échec, c'est-à-dire en temps lutter, a priori, donc il y a un très fort volontarisme, l'échec scolaire n'est pas fatal, et on attribue en général cette ce discours qui renverrait à une certaine fatalité de l'échec à la sociologie, donc il y a une lutte de concurrence avec la sociologie, qui n'aurait jusqu'à présent que
fataliser un petit peu trop le débat autour de l'école. Alors, c'est peut-être pas entièrement faux, parce qu'il y a aussi des problèmes du côté de la sociologie de l'éducation, et peut-être on y reviendra tout à l'heure. Mais là aussi, il y a un paradoxe assez fort, parce que ce que l'on peut voir, c'est que tout en prétendant lutter contre le fatalisme, ces travaux de recherche, finalement, limitent et le champ de la visibilité, et du coup aussi le champ des possibilités de l'action publique autour de l'école. Donc c'est aussi un petit peu ce que je voudrais essayer de montrer tout à l'heure. Et on le voit particulièrement en tout cas dans cette mise en forme des deux groupes à risque, enfin ces deux catégories, les groupes à risque et les besoins spécifiques, finalement, où ces travaux invisibilisent une large part de ce qui génère les difficultés scolaires et les inégalités scolaires, et ce qui leur donne forme et contenu aux désavantages, aux risques ou aux besoins spécifiques, justement, d'une certaine manière. Donc on va codifier, on va cibler, élaborer des cibles des politiques d'éducation, et en même temps, on va invisibiliser totalement ce sur quoi il me semble qu'on pourrait quand même agir, et qui est aussi une cause des difficultés en question. Voilà. Alors j'ai prévu de développer un petit peu ça et de revenir bien sûr en conclusion sur ces enjeux-là en 3 ou 4 points. Le premier, je voudrais rappeler quand même rapidement au moins l'évolution de ces politiques d'éducation prioritaire, donc pour donner un peu de chair au propos, de rappeler cette évolution-là. Et puis, dans un deuxième temps, je vais revenir un peu, je vais essayer de présenter quelques éléments de construction de ces deux catégories, groupe à risque et besoins spécifiques, on va suivre ça. Et puis, on reviendra en conclusion, à la fois pour réfléchir sur les logiques que portent ces nouvelles catégories de public scolaire, et en même temps, peut-être sur des enjeux de la transformation de la recherche en éducation, si on a le temps. Voilà. Alors, donc, les politiques d'éducation prioritaire, donc l'un des principaux résultats de l'étude, c'est de montrer qu'il y a eu une évolution depuis les années 60 et 70, où les premières politiques connues étaient élaborées dans les années 60, notamment aux États-Unis, puis après en Angleterre, sous la forme de ce que l'on appelait des politiques de compensation. Donc, d'abord aux États-Unis, dans les années 60, en Angleterre avec les Education Priority Areas. Finalement, les ZEP en France, qui ont été institués en 81-82, on peut dire qu'ils relèvent aussi d'une certaine manière de ce modèle de la compensation, mais elles ont aussi après beaucoup évolué. Voilà. Donc, ce qu'on a observé, c'est il pourrait y avoir 3 âges de ces politiques. 3 âges et 3 modèles. Alors, ce sont 3 âges parce qu'il se trouve que ça a émergé historiquement, ces âges-là. En même temps, ce sont 3 modèles aussi, puisque l'un de ces âges ne chasse pas l'autre, vraiment. Et ce qu'on observe aujourd'hui dans plusieurs pays européens, c'est qu'il y a une complexité, une hétérogénéité de ces politiques qui mélangent un petit peu ces modèles, chaque fois de manière un peu singulière. Alors, je vais rappeler très rapidement les 3 âges, parce que on y reviendra. Hein. Donc, le premier âge, donc les politiques de compensation, qui sont nées un petit peu dans le prolongement de l'unification des systèmes d'enseignement, où on s'est aperçu que, comme le collège unique en France, cette unification n'était peut-être pas suffisante pour démocratiser le système d'enseignement. Et pour les promoteurs de ces premières politiques de compensation, l'idée était de lutter contre les inégalités scolaires par intermédiaire d'une action ciblée sur des territoires. Le ciblage se fait en termes de territoire et qui vise des publics de milieux défavorisés ou de milieux populaires qui peuvent être concentrés dans certains territoires dans des villes. Assez rapidement, ce qu'on observe, c'est que on observe un second âge des PEP. Ces politiques se sont maintenues, mais elles se sont transformées. La finalité s'est transformée, peut-être dans les années 80, en tout cas en Angleterre, où il y a eu un glissement de l'objectif premier qui ne serait plus tant la lutte contre les inégalités d'éducation liées aux inégalités sociales et économiques, mais qui serait plutôt la lutte contre l'exclusion et pour l'inclusion sociale. Et ce n'est pas exactement la même chose, on le voit très clairement en Angleterre, dans le débat anglais, et puis c'est ce qu'on en a observé aussi pour la France, pour la transformation des ZEP, notamment à la fin des années 80, je crois, où l'idée d'une lutte contre l'exclusion semble prendre le devant, et les problèmes qui sont abordés concernent aussi de nouveaux problèmes sociaux qui émergent, qui sont ceux de la violence à l'école, de la déscolarisation, du décrochage, des choses comme ça. Et d'une certaine manière, la catégorie de groupes à risque sur laquelle je vais travailler intervient beaucoup à ce moment-là. Les groupes à risque sont très liés à ces problèmes sociaux divers que l'on met en avant autour de ces politiques-là. Et puis, on observe les prémices d'un 3e âge, qui serait plus contemporain, plus actuel, dans plusieurs pays,
Et un troisième âge qui s'argumente beaucoup avec un nouveau référent qui serait celui d'une inclusive education, d'une éducation inclusive, qui s'observe, alors peut-être peu en France, telle qu'elle, mais beaucoup dans d'autres pays, et qui nous semble relever encore de finalités un petit peu différentes. Alors, quelles sont ces finalités? On va essayer d'y revenir au moins en conclusion, puisque les deux catégories dont je vais vous parler sont intimement liées à l'inclusive education, justement. Mais déjà, ce qui s'observe aujourd'hui, c'est un éclatement, une pluralité de dispositifs et de programmes. C'est-à-dire, autant les politiques de compensation, c'était un programme scolaire clairement défini, autant aujourd'hui on se retrouve dans certains pays comme en Angleterre ou en République tchèque par exemple, où il y a une pluralité, un nombre très très important de dispositifs d'action scolaire et qui ciblent de nombreux enfants ou élèves à partir d'une pluralité aussi de catégories de ciblage. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des dispositifs qui s'argumentent, qui ciblent des enfants en termes de découpage socio-économique, mais aussi en termes de diversité, la diversité culturelle, ethnique qui est mise en avant, linguistique aussi, en termes médicaux, c'est-à-dire il va y avoir des dispositifs scolaires qui vont cibler des enfants à partir de catégorisation médicale, ou en rapport aussi à des expériences de vie finalement, ou des formes de vie. On cible des catégories qui ciblent des enfants migrants, réfugiés, des choses comme ça. Donc ce qui est le plus apparent, dans cette évolution des politiques d'éducation prioritaire, c'est une transformation des formes de ciblage, une multiplication de dispositifs de taille plus ou moins grande, d'ailleurs disparates, et c'est ça qui est important. Et justement, cette pluralité de dispositifs et de catégories, elle s'argumente beaucoup en référence à deux métacatégories, on va dire, qui sont les groupes à risque et les besoins spécifiques, qui apparaissent à ce moment-là. Alors, je parle de métacatégories, justement, pour signifier que ces métacatégories-là englobent un certain nombre d'autres catégories à l'intérieur plus importantes. Juste un détail avant de cerner sur les deux catégories. Il se trouve qu'au tout début de notre enquête collective européenne, on avait été surpris par ces deux métacatégories et on avait été surpris aussi par certains de nos collègues d'autres pays qui finalement ne mettaient pas du tout la même chose que nous sous le terme éducation prioritaire. Et notamment, pour plusieurs collègues, quand on parle d'éducation prioritaire, ils s'impliquaient aussi dans ces politiques-là des dispositifs qui relèvent de l'éducation spécialisée, qui pourraient relever de l'éducation spécialisée, qui prennent en charge des enfants qui ont des problèmes médicaux ou de l'ordre du handicap. Et donc on avait été surpris par ces découpages. C'est-à-dire on n'a pas exactement les mêmes découpages. Voilà. Et justement, le problème là, c'est que dans ces pays, les catégories de besoins spécifiques, la catégorie de besoins spécifiques est très avancée et ils sont face à des politiques qui englobent à la fois des problèmes d'inégalité scolaire et sociale plutôt classiques, et puis d'autres problèmes un petit peu différents. Voilà. Alors, d'où viennent ces deux catégories, groupe à risque et besoins spécifiques? On peut prendre un peu quelques éléments là-dessus. Alors, groupe à risque, il faut dire déjà que ce terme-là était déjà utilisé dans l'appel d'offres de recherche européen auquel on avait répondu, puisque cet appel d'offres, le titre, c'était pour une meilleure évaluation des politiques adaptées aux besoins des groupes à risque. Et c'était nous qui avions retraduit cette question-là en proposant un travail de recherche sur l'éducation prioritaire. Et donc, on voit beaucoup ce terme-là utilisé dans les débats européens et dans les débats de l'OCDE aussi, sur lesquels je vais revenir. Dans les textes nationaux, ça apparaît un peu moins, sauf en Angleterre, où là, la catégorie est très utilisée. Les groupes à risque sont très utilisés. Mais si ça apparaît peu dans les pays, c'est parce qu'en fait, cette catégorie de groupe à risque est beaucoup utilisée dans d'autres types de politiques, qui ne portent pas tellement sur l'éducation, mais qui portent plutôt sur la santé. En fait, les groupes à risque, c'est une catégorie qui provient de ce qu'on appelle l'épidémiologie, beaucoup, et qui informe les travaux et préoccupations qui portent sur la toxicomanie, par exemple, sur la déviance aussi, sur la délinquance, ou des problèmes de cette sorte-là. Et d'une certaine manière, cette catégorie des groupes à risque, ou des pratiques à risque aussi, conduite à risque, les pratiques à risque, découpe la population en deux catégories. Il y aurait des groupes à risque versus... Alors, quoi, justement, l'autre groupe n'est pas nommé, et c'est assez typique de ce type de marquage social-là. On pourrait dire groupe sûr,
par opposition, telle qu'il est là. Alors, la rationalité de cette catégorie, c'est une rationalité statistique, relève d'un modèle statistique par utilisation du langage des variables, et finalement qui accompagne beaucoup des politiques de prévention, puisque là le maître mot ça va être la prévention. On va essayer de cibler, de déterminer qui sont les groupes à risque en question, qui sont susceptibles d'être plus ou malades que d'autres, ou toxicomanes, ou d'avoir des problèmes d'échec scolaire, et de manière à mettre en œuvre des politiques de prévention. Alors en général, ce qui constitue les variables dites dépendantes de cette épreuve statistique, le risque en question, dans les débats qui nous concernent, en général, c'est plutôt des problèmes de sortie de l'école sans qualification. Et c'est un nouveau problème justement social et éducatif très important, le fait qu'il y aurait un certain nombre d'enfants qui sortiraient de l'école sans diplôme et sans qualification, etc. Les sorties de l'école sans qualification et sans diplôme, qui représentent un risque accru de chômage pour les enfants et les jeunes, et qui rencontrent aussi, par exemple, des préoccupations sécuritaires, puisque si les enfants ne sont pas à l'école, on ne sait pas trop où ils sont, et il faut s'en préoccuper. Les enfants ou les adolescents. Donc ça, c'est la variable dite dépendante de ces outils-là. Et puis la variable indépendante, ça c'est la grande question, justement. La question essentielle de ces études statistiques, c'est qui sont ces élèves qui sont ces élèves ou ces enfants se retrouvant dans cette situation. Et donc la réponse à cette question est censée permettre de livrer les facteurs, les variables ou les paramètres, se disant qu'on dit aussi prédictifs du phénomène en question. On construit des profils, on cherche des facteurs de risque en faisant une caractérologie, en développant en faisant un portrait de ces élèves, groupes à risque sur lesquels il faudrait un petit peu agir. Bon, en même temps, on voit aussi dans les travaux sur la santé, dans le domaine de la santé, où la question des groupes à risque a déjà été abordée, que la technique statistique peut être très élaborée, et en même temps, tout ne relève pas de cette élaboration statistique, puisque en ce domaine, on voit une logique culturelle et sociale qui perdure. Je pense aux travaux qui portent sur le sida, par exemple, où on a très vite relever des groupes à risque et peut-être stigmatiser un certain nombre de populations, ce qu'on appelait les 4 H à un moment donné, homosexuels, héroïnomanes, haïtiens et dans une moindre mesure hémophiles. Hein, au premier moment de l'épidémie, du problème de la médiatisation des questions de sida, et on peut voir que, par exemple, le pouvoir politique haïtien a fait pression pour sortir des 4 H, hein, il a réussi. Les toxicomanes un petit peu moins, ou même pas du tout, et on se rend compte que la notion même de groupe à risque qui est accolée à cette maladie dépend aussi des pressions politiques et sociales qui se sont opérées autour de cette catégorisation-là. Bref, en tout cas, pour ce qui est des politiques scolaires éducatives, c'est surtout en Angleterre que l'on voit le plus se développer donc, cette notion de catégorie de groupe à risque, et c'est parce que c'est aussi en Angleterre que ces recherches dont je parlais tout à l'heure, ces recherches évaluatives et statistiques à grande échelle, seront aussi le plus développées. Le paysage éducatif anglais montre d'ailleurs la profusion des modèles de ciblage qui sont élaborés à partir donc, de ces études statistiques et qui se concentrent aussi bien sur des groupes à risque que sur des zones à risque ou des établissements à risque. En fait, les groupes à risque sont souvent qualifiés comme cela en rapport à l'accumulation de ces variables. Le fait d'appartenir à tel ou tel groupe social se cumulerait, je vais l'employer au conditionnel, avec le fait d'habiter dans telle ou telle zone ou d'être scolarisé dans tel ou tel établissement. Ce que l'on observait, quand nos collègues anglais nous ont un peu rapporté les débats qui avaient lieu en Angleterre là-dessus, c'est que du coup, on a une description qui se veut très minutieuse des publics scolaires, qui est mise en avant, et qui me faisait un peu penser quand même au souci du détail que décrit Foucault dans ses travaux sur la société disciplinaire, ou si ce n'est même un nouveau panopticon qui décrit très précisément des publics. Alors je vous lis juste un petit passage de nos collègues anglais, justement. Des résultats récents qui proviennent d'autres recherches, alors on cite beaucoup de recherches et des thèses d'évaluation, suggèrent que les enfants âgés de 3 ans d'origine ethnique mixte ont un retard de 15 jours selon de tel ou tel test.
Les filles âgées de 3 ans sont en avance de 3 mois en moyenne sur les garçons de 3 ans dans le développement des compétences expressives de la langue. Et les enfants bangladeshis et pakistanais âgés de 3 ans, identifiés comme des apprenants à risque sur tous les plans et tous les niveaux d'instruction, atteignent les scores les plus bas en vocabulaire, ce qui représente un grave retard bien au-dessous des niveaux normalement attendus, etc., etc. Donc il y a une précision du ciblage qui est assez étonnante, qui est un petit peu peut-être aussi inquiétante parfois. Voilà. Oui, mais on va y revenir. Voilà. Donc, groupe à risque. Alors, besoins spécifiques, deuxième catégorie. C'est aussi en Angleterre qu'on retrouve beaucoup les prémices de cette catégorie ou catégorisation des publics scolaires. Mais cette catégorie est aussi d'usage fréquent dans bien des pays. Alors, peu en France, un petit peu, mais peu en France. Mais on la retrouve très fortement en République tchèque, en Suède, en Roumanie. Au moins, et je crois un petit peu ailleurs. Alors ici aussi, si on se demande comment a émergé cette catégorie, on s'aperçoit qu'elle vient d'un débat qui a été mené en Angleterre, suite à la publication d'un rapport, le rapport Warnock, en 1978, qui portait sur la question des enfants handicapés, sur l'intégration des enfants handicapés à l'école. Et ce qui est un peu paradoxal, et ce que l'on observe, c'est que cette catégorie, elle interroge parce qu'elle est très très englobante, vous allez le voir tout à l'heure, mais aussi parce que dès le départ, elle a été utilisée dans ce rapport Warnock, notamment dans ce débat, pour limiter les effets ségrégatifs de l'éducation spécialisée. C'est-à-dire qu'il fallait remettre en cause les filières de ségrégation du handicap au profit justement d'une école inclusive qui ne serait pas ségrégative. Et dès ses premières formulations, la catégorie des besoins spécifiques, c'était ça. Elle remettait en question les catégories médicales du handicap pour développer une école plus inclusive et éviter les filières ségrégatives. En gros, on observe dans ce débat anglais 2 systèmes d'intervention. Le premier système repose sur la notion de handicap, qui institue des catégories issues d'un modèle essentiellement médical. Et donc, ce sont des approches qui semblent sous-tendre unilatéralement que les problèmes soulevés sont issus de l'enfant lui-même. Et ça, c'est le premier système. Et un deuxième système, donc, qui serait celui d'une école inclusive, qui met en avant la notion de besoin éducatif particulier, qui vise plutôt à réfléchir aux difficultés des élèves en termes pédagogiques et pas en termes médicaux, et qui vise à privilégier une approche pédagogique des difficultés scolaires d'une certaine manière. Or, ce que l'on s'aperçoit en fait, il a eu lieu en Angleterre dans les années 70-80, ce qu'on aperçoit en fait, c'est que la catégorie de besoins spécifiques a complètement été réappropriée dans le premier système. Et malgré la volonté de dépasser la vision médicale du handicap et de sortir de logique ségrégative, au contraire, on a l'impression que les besoins spécifiques sont devenus une des catégories qui a pu justifier de nouveaux découpages et de nouvelles politiques très spécialisées. Alors, il y a une chercheuse anglaise qui s'appelle Felicity Armstrong qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là, et les éléments que je donne ici, je les ai pris dans ces travaux-là, qui nous dit que le rapport Warnock en 81 avait lancé un débat, et c'était ça qui était intéressant, avait permis de débattre sur les problèmes de ségrégation, donc des enfants porteurs de handicap. Et elle nous dit, si la ségrégation s'avère inacceptable, la question est de savoir quels changements sont nécessaires pour ramener dans les écoles ordinaires tous les élèves et ceux qui ont été ségrégés en raison de leurs difficultés d'apprentissage. C'est-à-dire, en portant la réflexion sur la volonté de rompre avec les logiques ségrégatives, on se pose aussi la question de transformer le système scolaire dans son ensemble de manière et de transformer le curriculum, le contenu pédagogique, l'organisation scolaire, de manière à construire cette école inclusive pour tous qu'il s'agit de faire vivre. Et en réalité, c'est ce qui peut passer, en Angleterre, dans les années 80 et 90, on admet certains enfants porteurs de handicap dans des écoles, mais on les admet au titre plutôt d'une logique d'intégration plutôt que d'inclusion, où on a l'impression qu'on choisit les élèves qui seraient les plus capables pour suivre une scolarité ordinaire. Donc on pense que certains enfants sont légitimement
présents dans l'école ordinaire et d'autres non. Et donc on reproduit un système à base d'une pensée du handicap un petit peu classique. Alors ça, c'est le premier temps. Mais dans un deuxième temps, ce que je vois aussi, c'est que la catégorie des besoins spécifiques, elle s'est par ailleurs beaucoup étendue, elle s'est développée, et notamment par l'intermédiaire du travail de l'OCDE et de grandes enquêtes statistiques qui se sont mis à essayer de quantifier et de codifier cette catégorie des besoins spécifiques. Alors, il y a eu plusieurs études de l'OCDE qui part du principe que ce qui s'opère comme politique ciblée dans tous les pays de l'OCDE ne repose pas sur les mêmes définitions et qu'il faudrait un petit peu, donc, enfin, là c'est moi qui emploie ce thème, rationaliser cette question-là et plus standardiser ce qui se joue dans les différents pays en termes de politique ciblée. Alors je lis un petit passage parce que dans l'introduction du rapport de l'OCDE publié en 2000, il est écrit « C'est la première fois que l'on tente de constituer un vaste ensemble de statistiques comparables entre les membres de l'OCDE pour un éventail aussi large de difficultés d'apprentissage. » Justement, c'est ce qui nous avait interrogé, le fait que sous la catégorie des besoins spécifiques, on mêle des problèmes très différents et des difficultés très vastes. Alors, l'OCDE construit une typologie, une construction, des besoins particuliers et spécifiques qui renvoient à 3 catégories dénommées A, B et C. En gros, la catégorie A désigne les besoins indicatifs pour lesquels il existe, qui touchent des problèmes médicaux, qui sont traités d'un point de vue médical. Il s'agit en règle générale des troubles d'origine organique, liés par exemple à des déficiences sensorielles, motrices ou neurologiques, donc on met ça sous la catégorie A. La catégorie B, alors je lis parce que je trouve que la formulation même est jolie, la catégorie B désigne les besoins éducatifs des élèves éprouvant des difficultés d'apprentissage qui ne semblent pas attribuables directement ou principalement à des facteurs qui conduiraient à les classer dans la catégorie A ou C. Donc, voilà. Et la catégorie C désigne les besoins éducatifs dont on pense qu'ils découlent principalement de facteurs socio-économiques, culturels ou linguistiques. Les élèves, dans ce cas, sont en général issus de milieux défavorisés ou atypiques que l'éducation vise à compenser. Donc on fait une grâce métacatégorie avec ces 3 sous-catégories à l'intérieur. Alors la définition qui est prise des besoins spécifiques, en fait, est une définition basée sur l'offre. Comment procède cette étude-là ? Elle se demande simplement, dans chaque pays, il y a des moyens financiers et éducatifs particuliers qui sont dédiés à des enfants. Cette étude statistique-là va quantifier simplement, va repérer tous ces moyens financiers supplémentaires pour construire cette méga catégorie et quantifier le nombre d'enfants à besoins spécifiques un petit peu dans tous les pays. Ça veut dire, je ne sais pas si je suis très clair, mais c'est-à-dire que cette étude ne questionne pas du tout les catégorisations de chacun des pays. Et elle ne les problématise pas en fonction, on pourrait dire par exemple qu'il y a certains groupes qui sont stigmatisés dans certains pays et on a construit des dispositifs un peu particuliers pour eux et on pourrait imaginer qu'on pourrait problématiser ou questionner la manière même dont on les scolarise à part d'une certaine manière. Mais non, cette étude de l'OCDE se donne une définition très englobante et quantifie tous les dispositifs scolaires ou éducatifs de tous les pays de l'OCDE qui fonctionnent sur la base de moyens supplémentaires accordés à tel ou tel public. Je ne sais pas si je suis très clair, mais peut-être on y reviendra dans la discussion tout à l'heure. Voilà, j'arrête juste là-dessus sur les 2 grandes catégories. Simplement, je vous signale quand même que ce travail de codification n'est pas terminé. Ainsi, j'ai pu voir que dans les textes de l'OCDE, il y a une nouvelle catégorisation qui est mise en avant. On ne parle plus de besoins spécifiques, mais de DDD. Ce sont les élèves présentant des déficiences, des difficultés d'apprentissage et des désavantages sociaux. Et il est annoncé dans les travaux de l'OCDE des travaux à venir, des nouveaux rapports à venir, qui essaieraient de développer cette nouvelle catégorisation. Mais il n'y a aucune explication qui est donnée dans le remplacement de la notion de besoin spécifique à celle de DDD. DDD, des élèves présentant des déficiences, des difficultés d'apprentissage et des désavantages sociaux.
De même, il y a un rapport d'Eurydice qui est paru l'an passé, récemment, qui porte sur l'éducation et l'accueil des jeunes enfants en Europe, qui utilise aussi la catégorie de groupe à risque et de besoins spécifiques, mais qui mêle complètement ces deux catégories-là. Donc, l'un des faits marquants à la lecture de tous ces travaux-là, c'est qu'on est face à des classifications qui sont en permanente révision, pour un résultat, finalement, d'une certaine manière, toujours plus composite. Et là, il y a déjà un paradoxe ici, dans la mesure où ces travaux s'argumentent en termes de plus grande rigueur. Alors, plus grande rigueur, mais pour mesurer quoi? C'est un peu la question que l'on pose, puisque d'un rapport à l'autre, on voit que tantôt les classifications se redéfinissent, tantôt on les renomme, mais pour un contenu néanmoins a priori identique, tantôt on s'y réfère comme une entité bien définie, mais en fait on met des choses différentes dessous. Et par exemple, entre le texte d'Eurydice et le texte de l'OCDE, ce n'est pas du tout les mêmes définitions, et notamment Eurydice ne tiennent pas en compte les enfants qui ont des problèmes médicaux, dans la catégorie des besoins spécifiques. Donc c'est très étonnant, parce que toute la catégorie des besoins spécifiques s'est construite justement sur l'intégration. Bon, voilà. Donc on voit bien que c'est des mélanges un petit peu composites. Alors je voudrais conclure en 2 points. Quelles sont les logiques portées par ces catégories, et puis revenir un peu sur le champ de la recherche en éducation. Alors, les logiques portées par ces catégories, elles sont plurielles et hétérogènes elles-mêmes, puisque nous sommes face à des catégories plurielles et hétérogènes, et autant de débats qui les portent, autant de logiques, j'ai envie de dire, qui peut-être qui sont portées. Pour une grande part, il semble que la catégorie des groupes à risque reproduit un modèle de la compensation assez classique, finalement. On reste dans une pensée de déficitariste, comme on dit, qui renvoie peut-être d'une certaine manière au premier âge des PEP que l'on avait observé. Mais pour une grande part aussi, les groupes à risque cristallisent le deuxième âge des PEP, celle de la lutte contre l'exclusion, qui est mise en avant d'une manière très forte. Le champ par contre, des besoins spécifiques est plus complexe. Est un petit peu plus complexe. Alors, la critique de cette catégorie que font les collègues anglais, donc Félicité Armstrong, dont je vous avais parlé tout à l'heure, et puis Éric Plaisance en France aussi, qui travaille sur cette question, distingue des politiques d'intégration et des politiques d'inclusion. Alors, le problème, c'est qu'en anglais et en français, les mots n'ont pas exactement la même connotation. En langue anglaise, on décrit sous le terme d'intégration une simple technique d'accueil des élèves, en l'occurrence handicapés, en milieu scolaire ordinaire. On met ici l'accent sur les capacités, les incapacités et le potentiel perçu chez ces élèves, et sur la question quels élèves devraient bénéficier de l'intégration. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, certains seraient capables et d'autres ne seraient pas, ou légitimes et d'autres non. Et du coup, Félicité Armstrong relève en quoi bien souvent les élèves dits intégrés reçoivent simplement le statut de visiteurs dans les écoles et ça ne va pas plus loin. Il s'agit en fait, on est toujours dans une pensée, je pense, un peu compensatoire. Il s'agit en fait simplement d'accepter à l'école des enfants dont la spécificité demeure toujours largement conçue comme un ensemble de manques substantiels à devoir compenser. Bref, l'intégration repose donc une fois de plus sur un modèle déficitaire du handicap et de la différence. Mais du coup, cette logique d'intégration, pour ces auteurs-là, pour Éric Plaisance ou Félicité Armstrong, serait l'antithèse de l'idée de l'école inclusive, ou du moins d'une version forte de l'école inclusive, qui considère que les écoles et les collèges devraient se transformer en communautés scolaires ouvertes à tous, auxquelles tous les apprenants ont droit d'accéder sur une base égalitaire. Et cette idée-là, une dimension forte, importante de cette interprétation, implique que les écoles doivent changer leur curriculum, leur pratique pédagogique, pour construire cette école qui accepterait tous les enfants d'une génération. Il s'agit d'aménager ou de produire des fonctionnements scolaires et pédagogiques permettant les apprentissages de tous dans les mêmes... Alors, il me semble que cette notion d'éducation inclusive-là n'est pas très loin, assez proche de ce qu'en français on a appelé un processus de démocratisation du système d'enseignement. Alors, les collègues anglais, cette expression de démocratisation du système d'enseignement la comprennent mal, je crois. C'est-à-dire, au lieu de gérer finalement des difficultés scolaires, des publics... au lieu de gérer les difficultés scolaires ou de qualifier en termes de manque ou de handicap tous les publics qui sont finalement d'une certaine manière expropriés de la réussite scolaire, j'ai envie de dire, il s'agit de déjouer le fonctionnement handicapant du système scolaire ordinaire ou son fonctionnement socialement privilégiant, comme on pourrait dire. En même temps, tout dépend de ce que l'on va faire en termes d'action curriculaire et pédagogique, justement, dans ces... Et du coup, il me semble qu'il y a une certaine ambiguïté, y compris chez les auteurs que je cite là, qui distinguent intégration et inclusion, puisque ces auteurs nous disent le curriculum et la pédagogie doivent prendre en compte la diversité. Il y a toujours ce thème de diversité qui revient. Ou
ce principe inclusif, d'école inclusive, repose sur une reconnaissance de la diversité. Et ce qu'on voit, c'est que dans tous ces débats, il y a toujours ces termes de diversité, de différence, qui sont pas très clairs. De même aussi, il y a ce terme de besoin, et on fait toujours référence à la notion de besoin, et on ne clarifie pas vraiment. Est-ce que ce sont des besoins très relatifs à des individualités, relatifs à des problèmes sociaux? Quelle est cette notion de besoin? Il me semble que ces débats-là donc ne manquent pas vraiment sont un petit peu ambigus déjà dès le départ. Par exemple, la notion de diversité et d'hétérogénéité, on pourrait l'entendre au moins de 3 façons différentes. On pourrait se dire que la diversité, c'est la singularité, finalement. C'est la singularité. Donc, on va caractériser la présence d'individus singuliers à l'école, avec leur histoire propre, leur habilité physique ou corporelle, leur culture familiale spécifique, leur rapport personnel au savoir ou à l'école, leur normativité, on pourrait dire. Et le problème de l'enseignement serait d'offrir à chacun une exposition au savoir où il y a l'apprentissage, en même temps qu'une ouverture à des mondes peut-être savants qu'ils connaissent mal. Donc, il me semble que derrière le terme de diversité, on peut viser la singularité, et la singularité, c'est aussi l'universalité. Tous les individus sont singuliers. Mais la notion de diversité peut aussi renvoyer à la notion de différence ou d'hétérogénéité. Et en général, quand on parle de différence, ou classiquement, historiquement, c'est soit les fous ou soit les étrangers qui sont catégorisés comme différents et qui sont les 2 figures classiques de cette altérité radicale qui signifie aussi, d'une certaine manière, l'impossibilité de tout partage. Alors, diversité, singularité ou différence, déjà, on voit que c'est la même chose. Et puis, la diversité peut aussi être entendue dans ce 3e sens, qui renvoie un petit peu au mythe d'une capacité individuelle, ou d'un talent, ou d'un potentiel individuel, et finalement que l'école n'aurait plus que la politique scolaire n'aurait plus que comme mission de maximiser dans une logique extrême d'individualisation de son travail. Et c'est justement le 3e âge des PEP que l'on observe, qui pourrait reposer, Jean-Yves Rochex l'argumente beaucoup mieux, qui pourrait maximiser des différences qu'on pense déjà là entre les enfants, d'une certaine manière, et qui ne se donnerait plus l'objectif de développer des compétences et des savoirs, mais qui suppose d'une certaine manière que ces différences de capacité sont déjà là, en place, et le travail de l'école viserait simplement à les maximiser ou à les développer pour tous. Donc du coup, ce que l'on observe, c'est que c'est dans cette 3e sens-là de diversité, on est face à des discours très essentialistes, et qui renvoient d'ailleurs on trouve beaucoup de discours qui mettent en avant la diversité des talents, des rythmes d'apprentissage, des choses comme ça, des aspirations. Et ce qui est sûr, c'est que ce discours essentialiste n'est pas nouveau du tout. On le trouvait, Bourdieu et Passeron, déjà dans les années 60, dénonçaient l'idéologie des dons, je me le rappelle. Mais ce qu'il y a de nouveau, peut-être, c'est que ce discours très essentialiste s'accompagne aussi d'une critique de l'école commune en même temps. C'est comme si une école commune et publique, un dispositif scolaire ne pouvait être que forcément normalisateur, d'une certaine manière. Donc à la fois, il y a un discours très essentialiste, et en même temps qui se réapproprie aussi des thèses critiques de la sociologie, en disant, de toute façon, l'école, elle est très normalisante, elle n'est pas faite pour tout le monde, et voilà. Et c'est à cet endroit-là, d'ailleurs, aussi que l'on retrouve, à l'intérieur des besoins spécifiques, on avait été étonné par ça aussi, on retrouve souvent ciblés des enfants dits gifted and talented pupils, c'est-à-dire doués et talentueux. Dans certains pays, à l'intérieur des besoins spécifiques, on cible aussi, on met en œuvre, on intègre aussi des enfants dits surdoués, donc ça nous avait étonnés. Voilà, donc je termine un petit peu là-dessus. Il nous semble que dans la logique de ce 3e âge des PEP, il y a une transformation radicale du sens de l'école qui est en jeu peut-être là-dedans. Et qui découle pour beaucoup de cette manière dont on pose les questions scolaires, et notamment cette pensée classificatrice, catégorisante qui est en jeu. Il me semble que ces catégories, on peut dire que ce sont des catégories gestionnaires. Alors je fais référence ici au travail d'un sociologue qui s'appelle Albert Augien, qui traite du problème du phénomène gestionnaire. Albert Augien. Dans le raisonnement gestionnaire, j'ai oublié le titre de son ouvrage, mais je crois que c'est le raisonnement gestionnaire. Albert Augien, il distingue 2 dimensions du politique, le gouverner et le gérer. Il parle
le gouverner, le gérer. Il dit, si le gouverner renvoie aux grandes orientations politiques, le gérer relève un peu de sa mise en œuvre. Et le problème, justement, c'est que le gouvernement, l'orientation politique, se retrouve de plus en plus hiérarchisée par le gérer. En quelque sorte, le gouverner est entièrement intégré dans le gérer. Et sous le thème de phénomène gestionnaire, Albert Augien décrit des formes modernes d'exercice du pouvoir fondées sur la production et la diffusion de l'information statistique et prévisionnelle dans l'ordre du politique. Donc c'est un petit peu comme ça. Alors je pense aussi à un autre chercheur, un chercheur américain qui s'appelle Wayne Breckus, qui, lui, emploie d'autres notions. On parle de marquage social et de ghetto épistémologique. Je trouvais la notion assez forte et très juste. La notion de le ghetto épistémologique, finalement, ça consiste à invisibiliser et donc à soustraire du domaine de l'action publique une large part de ce qui génère, donne forme et contenu aux désavantages, risques et autres besoins spécifiques désignés par telle ou telle catégorie. Bon, quelle que soit la désignation, on peut prendre les travaux d'Albert Augien sur le raisonnement gestionnaire ou de Wayne Breckus sur le ghetto épistémologique, il me semble que le ressort est le même. C'est-à-dire, on peut dire que les rapports sociaux et scolaires contribuent à produire, à privilégier certains groupes sociaux, j'ai envie de dire, certains groupes d'élèves, et à en marquer certains autres. Et on peut dire qu'il y a ghetto épistémologique dès lors que les travaux de recherche se concentrent, dès lors que les travaux de recherche s'attachent bien moins, voire pas du tout, à décrire et produire ce processus, ce faire social et scolaire qui produit ces marquages sociaux-là, mais finalement à décrire le produit de ce processus-là, c'est-à-dire les 10 groupes sociaux en question. Bon, je termine là-dessus, parce que quitte à ce qu'on revienne sur ces questions-là en discussion et peut-être plus clairement, je voudrais revenir sur les paradoxes donc, de ce type de travaux-là. Donc nous sommes face à des travaux qui prétendent éclairer le politique et accompagner la décision politique. On prétend éclairer les politiques sur la base de connaissances robustes et fiables, indépendamment de toute référence normative, sur des faits. Et bon, il me semble que ce que j'ai essayé de montrer, c'est que ça paraît un petit peu plus compliqué que ça, et que ce travail de codification des groupes à risque et des besoins spécifiques repose aussi beaucoup sur plusieurs orientations normatives. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, je vous rappelle aussi que ces travaux-là s'inscrivent dans un vaste discours qui vise à lutter contre le fatalisme, le déterminisme, notamment attribué à la pensée sociologique classique, on va dire. Et là aussi, il y a un paradoxe très fort dans les mesures où ce qu'on voit, que ces travaux visibilisent et produisent de la visibilité sur des groupes d'acteurs comme ça, mais du coup invisibilisent aussi énormément tout le processus social de marquage et de production des difficultés scolaires. Et en invisibilisant ce processus-là, on invisibilise aussi des pans entiers de possibilités d'action sur lesquels on pourrait agir. Voilà. Je voudrais arrêter là-dessus, sur ces deux paradoxes. Des prétentions à l'objectivité, dans une vision un petit peu positiviste de la recherche, mais qui repose sur des orientations normatives très fortes, et puis le paradoxe d'un volontarisme qui est réel en même temps. Je pense, on voit aux États-Unis ou en Angleterre, on peut aller jusqu'à fermer des écoles qui ne répondent pas de bons résultats. Donc, c'est-à-dire, s'il n'y a pas de bons résultats, il n'y a pas de fatalisme, il y a une action qui peut être faite, etc. Mais en même temps, cela s'appuie sur des travaux qui, finalement, invisibilisent beaucoup ce qui participe à la production des difficultés scolaires, et on met l'accent, la pression sur des pratiques, sur des établissements ou sur des pratiques locales, mais on ne met pas en avant ce sur quoi il me semble qu'on pourrait aussi agir et que essaient de montrer d'autres travaux de recherche par ailleurs. Voilà, je vais arrêter là-dessus et je vous remercie.